Messieurs, ce n'était pas la question. Y a-t-il une personne vivante sur le bateau? Oui. Beaucoup de gens respirent sur le bateau. Un nouvel enregistrement audio de l'affaire Nolan Wells capture le chaos sur l'eau le jour où le jeune homme de 18 ans a disparu au large de Horn Island, dans le Mississippi. Et maintenant, nous entendons l'appel de détresse lancé dans la panique. La United Cajun Navy riposte également à l'avocat Ben Crump au sujet d'une affirmation majeure. De plus, il y a cette décision des procureurs de garder pour l'instant une preuve clé secrète, ce qui en dit long sur la direction que pourrait prendre cette enquête. J'analyserai en détail chaque nouveau développement de cette histoire. Bienvenue dans Sidebar, présenté par Law & Crime. Je suis Jesse Weber. D'accord, nous sommes de retour avec beaucoup plus d'événements qui se sont produits depuis notre dernière mise à jour sur l'affaire de Nolan Wells. Je crois que la dernière fois que nous vous avons informé, c'était lorsque les résultats de l'autopsie indépendante ont été publiés. D'ailleurs, ils sont sortis. Ils n'ont pas pu exclure un acte criminel. La famille de Nolan réclame toujours des réponses. On attend les résultats de l'examen médical de l'État et des analyses toxicologiques. Où en est-on aujourd'hui? Nous avons un nouvel enregistrement audio qui a été publié par le département des ressources marines du Mississippi. Et cela nous donne un aperçu du chaos qui régnait sur l'eau ce jour fatidique du 4 juillet. L'un des premiers enregistrements audio que nous entendons de ce jour-là capte ce qui semble être les moments frénétiques où un bateau sur lequel Nolan se trouvait potentiellement ce jour-là et qui était lié à ce groupe a commencé à prendre l'eau. L'appel complet est disponible. Nous l'analyserons pour vous. Mais d'abord, écoutez ceci. Hey, nous sommes à la pointe ouest de Horn et notre pompe de cale a cessé de fonctionner. Nous coulons. Nous sommes en train de couler. Pouvez-vous venir, s'il vous plaît? Oui. Jusqu'où l'eau est-elle montée? Elle monte. Nous sommes en train de couler. Je ne sais pas. Nous sommes en train de sombrer. C'est de ça dont je parlais. C'est le son de ce qui semble être de la panique alors que le bateau prenait l'eau. Mais il y a une chose que nous essayons de comprendre. Où était Nolan Wells? Où était Nolan Wells quand cela se passait? Était-il sur le bateau ou déjà parti de l'île? Nous l'ignorons. C'est l'une des nombreuses zones d'ombre que nous essayons encore de reconstituer dans la chronologie. Et ce que nous entendons n'est qu'une pièce de ce vaste puzzle. Les amis de Nolan parlent maintenant. Nous allons vous dire ce qu'ils ont dit dans ces interviews. La United Cajun Navy, qui a participé aux recherches pour Nolan, ils répondent à l'avocat Ben Crump, qui représente actuellement la famille de Nolan Wells. Ils contestent un détail clé et font une révélation choquante sur ce dont ils ont réellement discuté, ou plutôt ce dont ils n'ont pas disputé. Le procureur prévoit une action qui changera la date d'accès aux résultats de l'autopsie de l'État. Beaucoup de choses se passent, je veux tout aborder. Mais d'abord, laissez-moi m'assurer que tout le monde a bien les mêmes éléments si vous n'avez pas suivi l'affaire depuis le début. Nous parlons donc de Nolan Wells, 18 ans. Il venait d'Ocean Spring, Mississippi. Étudiant à l'université, il jouait au football américain. Le 4 juillet. Il est allé avec un groupe d'amis à Horn Island. C'est une île barrière au large de la côte du Mississippi. C'est vraiment isolé. Il n'y a pas d'aménagements commerciaux ni rien de ce genre. Ils y sont allés pour célébrer. À un moment donné, il a disparu. Il a été signalé comme disparu cette nuit-là. Une vaste opération de recherche a été lancée. Et puis, 2 jours plus tard, le 6 juillet, son corps a été retrouvé sur l'île. Mais que lui est-il arrivé? Cela reste la question centrale. Cela reste une question à laquelle personne, du moins publiquement, ne semble pouvoir y répondre, ou n'y a répondu. L'autopsie indépendante de la famille a conclu que la cause et le mode de décès de Nolan restaient indéterminés. Et souvenez-vous, la famille semblait méfiante ou critique envers les forces de l'ordre, car les premiers éléments sur ce qui était arrivé à Nolan ne montraient aucun signe de acte criminel. Cela paraissait être une noyade accidentelle. Voulant plus de réponses ou un second avis, ils ont engagé Ben Crump. Ils ont demandé une autopsie indépendante. Et ce pathologiste a découvert que des parties du corps de Nolan, notamment des portions de son cou et de sa gorge, avaient été retirées par le médecin légiste de l'État, car c'est ce dernier qui a réalisé la première autopsie. Encore une fois, nous n'avons pas les résultats. Donc, cela avait été retiré par le médecin légiste de l'État avant que cette seconde autopsie ne puisse être réalisée. Donc, ce second pathologiste n'a pas pu déterminer s'il y avait effectivement une blessure ou un traumatisme au niveau du cou. Et cela laisse encore beaucoup de questions en suspens. Cela soulève la question de savoir si le médecin légiste de l'État effectue d'autres analyses de ces éléments. Le médecin légiste de l'État peut-il affirmer de manière définitive qu'il y a eu un traumatisme, que c'était une noyade accidentelle ou non? Il est peut-être difficile de dire si c'est accidentel ou non, vu les conditions liées à l'eau. Il y a aussi la décoloration rouge à l'arrière de la tête, évoquée précédemment, selon les experts médicaux consultés. Cela pourrait venir de la décomposition. Cela pourrait être une blessure contondante avant la mort, parce que lorsque j'ai parlé avec la docteure Nathalie Rutherford, elle a dit que le corps ne fait pas d'échymose comme ça, après la mort. Mais commençons maintenant à examiner ce que nous apprenons.
Qu'y a-t-il de nouveau? Donc, le département des ressources du Mississippi a publié un enregistrement d'un appel de détresse passé le 4 juillet, depuis un bateau près de l'île Horn, sur lequel nous pensons que Nolan se trouvait à un moment donné pendant cette journée. Nous ignorons qui a passé l'appel, mais cela éclaire la situation sur l'eau ce jour-là, notamment le naufrage et la panique des enfants. Et encore une fois, où est Nolan? Maintenant, avant de lancer cet enregistrement, il y a juste quelque chose à garder à l'esprit. J'ai vu ça d'abord via Charles Beau de TMZ. En gros, il a dit qu'il y a un débat en ligne sur le fait que, dans cet enregistrement, en arrière-plan, on peut peut-être, selon certains, entendre « Est-il mort? » Nolan, mon Dieu. Très difficile à distinguer. Je voulais juger. Laissez-moi juste passer ça. Je ne sais pas si ça fera partie d'une conversation, mais voilà. Assistant East Cheeto, Vicky. Ici Vicky, comment puis-je vous aider? Tout le monde à bord est-il en bonne santé? Oui, tout le monde en parle. Ouais, tout le monde est prêt. D'accord. Besoin de la garde côtière des États-Unis? Quoi? Avez-vous besoin de la garde côtière américaine? Nous n'avons pas besoin de ça. D'accord. D'accord. Avez-vous vos coordonnées GPS actuelles? Laissez-moi vérifier. 672. D'accord, mes coordonnées sont 30 degrés, 14,684 nord, puis 88 degrés, 46,79 ouest. D'accord. Combien d'adultes et d'enfants? Non, il n'y a pas de choix. Y a-t-il quelqu'un à bord? Combien d'adultes, monsieur? Voilà la question. Mieux vaut sauter à l'eau et retirer le bouchon en y allant. Bonjour, monsieur. Allô? Oui, j'ai juste besoin que vous répondiez. Répondez à ces questions pour que je vous passe au capitaine. D'accord, Combien qu'est-ce qui d'adultes passe? à bord? Qu'est-ce qu'il y a? Il n'y a aucun adulte à bord. Personne n'est à bord du bateau. Non. D'accord. Personne qui n'est âgé de plus de 21 ans. Messieurs, ce n'était pas la question. Y a-t-il une personne, un individu vivant sur le bateau? Oui, il y a beaucoup de gens qui respirent sur le bateau. D'accord. Combien de personnes, monsieur? Environ 7. L'opérateur transfère ensuite l'appel à un capitaine. D'accord. Très bien, ouais. Mais je viens justement d'avoir son grand-père au téléphone, qui je suppose est le propriétaire du bateau. Et lui. Oui, il a dit. D'accord. Je viens littéralement de raccrocher après l'avoir eu au téléphone. Il a dit qu'ils n'ont pas besoin d'aide pour le moment. Mais s'il y a du nouveau, il me rappellera. Je suppose qu'ils ont trouvé une solution, comme il l'a dit. Leur bateau ne marche pas bien et ils paniquent. Maintenant, comme je l'ai dit auparavant, nous ne savons pas exactement où se trouvait Nolan à ce moment-là. Mais d'après les informations de WLOX, cet appel de détresse a été passé vers 16 heures. Selon le bureau du shérif du comté de Jackson et d'autres témoignages, Nolan aurait été vu pour la dernière fois vers 15 heures. Donc cela place cet appel environ 1 heure après que quelqu'un l'ait vu pour la dernière fois. Je veux évoquer ce qui s'est passé depuis cette conférence de presse, surtout si vous avez vu notre épisode précédent. Vous vous souvenez peut-être que nous avons parlé de ce moment, de ce détail important que l'avocat Ben Crump a partagé sur la façon dont Nolan a été retrouvé. La United Cajun Navy est vraiment transparente. Le fait qu'il nous ait dit, alors que nous n'avons rien entendu de la part des responsables locaux, que Nolan a été retrouvé face contre terre, entièrement habillé. Eh bien, c'est important pour nous parce que la dernière fois que nous l'avons vu sur les vidéos, il était torse nu. Alors, à quel moment a-t-il remis sa chemise? Quelqu'un a vu quelque chose. Quelqu'un sait quelque chose. Il avait presque 300, 400 personnes. Quelqu'un sait quelque chose. Moment clé. Car si c'est lié à ça, si vous vous souvenez de cette vidéo qui est apparue quelques jours avant la conférence de presse, non? Cette vidéo que TMZ a obtenue et publiée, enregistrée le 4 juillet à 14h23, soit moins de 40 minutes avant que Nolan soit vu pour la dernière fois, semble montrer un individu, un homme. Certains pensent qu'il pourrait s'agir de Nolan, portant un short de bain bleu et torse nu. Nous nous souvenons qu'une photo de Nolan Wells, prise ce jour-là, avait circulé, où on le voyait avec ses amis portant ce short de bain. Crump demandait si quelqu'un avait vu quelque chose entre le moment où il était torse nu, comme ici, si c'était bien lui, et le moment où, selon Crump, il était ensuite entièrement habillé. Voilà le problème. La United Cajun Navy affirme n'avoir jamais dit à Crump qu'il était entièrement habillé et rejette sa déclaration initiale. Désormais, ils s'en prennent à lui et ont publié sur X le 26 juillet. Est-ce que l'avocat Crump a menti à propos de l'UCN? Oui. Il a dit que l'UCN nous avait dit que Nolan était entièrement habillé. Ce n'est pas vrai. Nous n'avons jamais parlé à Crump.
Et nous n'avons certainement rien dit de tel aux parents. À ce stade, cela devient confus, car l'affirmation qu'il était entièrement habillé ne vient pas de Ben Crump, mais du président de la United Cajun Navy. Todd Terrell était dans un épisode de Crime Stories with Nancy Grace le 20 juillet et a répondu oui à une question concernant Nolan, s'il était entièrement habillé. Mais Terrell s'est ensuite corrigé, précisant que Nolan n'était pas nu, mais portait un short de bain, et admet qu'il aurait dû être plus clair. Donc, la Cajun Navy l'a évoqué sur X, écrivant « Les propos du président de l'UCN ont-ils été sortis de leur contexte lors d'une interview? » Oui. Pour lui, entièrement habillé voulait juste dire porter un maillot de bain. Peu importait l'avis des autres, seul comptait celui de Todd, puisqu'il l'exprimait. Finalement, Nolan ne portait qu'un short de bain lorsqu'il a été retrouvé. Un fait incontestable. C'est une diversion créée pour détourner l'attention de cette erreur pendant la conférence de presse. Voilà donc le différend avec la United Cajun Navy. Mais maintenant, je veux parler des personnes clés dans cette affaire, qui prennent enfin la parole. Les soi-disant amis de Nolan. Ils ont accordé de longs entretiens avec le commentateur conservateur Brandon Tatum dans l'émission Officer Tatum Show. Ce qu'ils disent ajoute encore plus de complexité à tout cela. Par exemple, tout d'abord, Trayston Shepard, décrit comme l'un des meilleurs amis de Nolan. Cependant, certains disent que la famille de Nolan aurait pu s'y opposer publiquement. Voici ce qu'il a évoqué avec Officer Tatum. Il a évoqué le moment où il a appris la découverte du corps de Nolan, déclarant, je cite, « Je mettais du carburant dans notre bateau à 6 heures. On m'a dit qu'ils envoyaient un autre bateau vers Chandelier à 7 heures. J'ai remis mon bateau sur le quai élévateur, puis je suis allé chez McDonald's. Après être parti, j'ai appris que son corps avait été retrouvé. Il dit qu'il n'a rien à voir avec la mort de Nolan et qu'il vit avec la culpabilité depuis, disant, je cite, « Je me fais des reproches chaque nuit en me couchant. Je me fais des reproches chaque fois que ça me revient à l'esprit. Parce que, dans ma tête, si je n'avais pas bu, si je ne m'étais pas disputé ce jour-là, apparemment il y a eu une altercation ce jour-là, qui n'impliquait pas Nolan, mais qui l'impliquait, lui. Peut-être que j'aurais pu faire quelque chose. J'aurais peut-être dit à Nolan, « Hé, ne pars pas avec cette fille. Reviens avec nous. » Peut-être que ça se serait passé différemment. Il évoque donc l'altercation qui, selon lui, s'est produite sur l'île. Une bagarre avec un inconnu, devenue si violente que son oncle lui aurait ordonné de remonter sur le bateau et de partir. Et concernant le commentaire sur la fille, c'est intéressant, parce que c'est ce qu'il dit avoir dit en dernier à Nolan ce jour-là. Je cite, « D'accord, mon pote, je t'aime. À plus tard. » Je suis content de l'avoir dit. J'étais un peu sous l'influence de quelque chose, c'est sûrement pour ça que je l'ai dit alors. Tu sais, j'étais juste un peu sentimental. Mais je suis en paix. Je l'ai dit. Un autre ami, Warren Hudson, s'est aussi exprimé. Il a été interviewé. Il a évoqué le téléphone, les clés, la nuit où tout a basculé. Selon Hudson, c'était une situation d'urgence et devait partir vite, d'où leur volonté de faire monter Nolan à bord. Et il a dit, je cite, « Nolan, monte sur le putain de bateau. Monte sur le bateau. » Et Nolan a dit, « Non, je reste ici. » Maintenant, tout ce va-et-vient à propos de savoir si Nolan est resté sur l'île pour parler à une fille. La famille de Nolan a indiqué depuis le tout début qu'il serait très inhabituel pour lui d'abandonner ses amis. Et cela est également à noter. Selon People, la mère de Nolan, Christine Wansley, a déclaré il y a quelques semaines au griot que cette jeune femme, avec qui Nolan semblait parler, l'a contacté. Elle a déclaré lors de l'interview, je cite, « Elle m'a effectivement contacté au début, en disant simplement que c'était un simple échange de salutations. » C'est pas très clair. L'a-t-il suivi? Combien de temps sont-ils restés ensemble? Combien de temps ont-ils parlé? Et regarde, l'un des plus grands éléments inhabituels dans tout ça. La raison pour laquelle les gens se posent beaucoup de questions, c'est que peu importe ce qui est arrivé à Nolan, personne n'a rien vu. Personne ne l'a vu se noyer, si c'est vrai. Maintenant, écoutez, on ne sait pas exactement ce qui est dit aux forces de l'ordre, ce qui est dit à Ben Crump et à son équipe. Mais c'est une grande question. Alors c'est là que le téléphone entre en jeu, d'accord? La famille de Nolan a exprimé des inquiétudes concernant la suppression de contenu. Et souvenez-vous, le téléphone a apparemment été laissé sur le bateau. La famille a indiqué qu'elle avait utilisé l'application Live 360 pour localiser le téléphone de Nolan, puis elle en a récupéré la possession auprès de ses amis. Ils ont aussi trouvé étrange qu'il ait laissé son téléphone s'il comptait rester sur l'île. Mais Hudson a dit ceci, je cite, « Il n'y avait aucune raison pour que nous accédions au téléphone de Nolan. Personne n'a touché au téléphone de Nolan. Personne n'a touché à son téléphone avant son transfert du bateau au camion. Personne n'a accès au mot de passe de Nolan pour supprimer quoi que ce soit sur son téléphone. Nous n'avions aucune raison de supprimer quoi que ce soit. Il n'y a rien à cacher ici. » Une discussion a eu lieu sur le fait qu'il n'aurait pas pris son téléphone avant d'aller dans l'eau salée, ce qui est peut-être habituel en bateau. Hudson a aussi précisé que la dernière fois qu'il affirme avoir vu Nolan était vers 15 h le 4 juillet. Et il affirme avoir vu Nolan dans l'eau avec une fille. Il a dit, je cite, « J'ai regardé Nolan et Nolan secouait la tête en riant. Et je lui ai dit, mec, t'es fou. » Maintenant, Shepard et Hudson ont tous les deux nié avoir quoi que ce soit à voir avec la mort de Nolan.
D'accord. Je souhaite maintenant évoquer une mise à jour majeure qui affecte directement l'enquête. La semaine dernière seulement, la procureure, Angel Myers-McElrath, a fait une annonce confirmant le rapport officiel d'autopsie de l'État. C'est en cours d'examen. Il restera confidentiel jusqu'à l'examen par un grand jury chargé de décider de la justification de poursuites pénales. Et la procureure l'a clairement indiqué en s'adressant à WLOX en disant, je cite, « Chaque décès dans le comté, sauf ceux de cause naturelle et les accidents de voiture non criminels, est présenté à votre grand jury. » Peu de gens savent que nous avons toujours traité les enquêtes sur les décès ainsi durant ma carrière. Elle a précisé que son bureau traite cette enquête comme les autres, indiquant à WLOX que la pression n'influe pas sur le travail. Notre responsabilité envers Nolan et la communauté est de mener cette enquête de façon approfondie et sans compromis, fondée sur des preuves et digne de la confiance des citoyens que nous servons. Notre discrétion sur les faits et preuves ne vise pas à cacher la vérité au public. C'est un effort pour protéger l'intégrité de cette enquête et de la procédure du grand jury. Cela aurait du sens, car si des informations circulent, est-ce que cela peut influencer ou modifier les témoignages et déclarations d'autres témoins ou affecter les membres potentiels du grand jury sélectionné? Vous voulez garder tout aussi confidentiel que possible tant que l'enquête est en cours. Maintenant, elle a également abordé le flot de désinformation qui circule en ligne, en disant, je cite, « Si nous sacrifions l'intégrité du processus pour répondre aux questions actuelles, nous risquons de miner la confiance dans les réponses futures. » Voilà le problème. Le procureur dit que c'est la procédure standard. La famille de Nolan a été frustrée par le manque de transparence depuis le tout début. Ils ont demandé aux responsables locaux d'être plus transparents. Ils ont clairement fait savoir qu'ils ne pensent pas que l'enquête soit menée correctement. Quant à la date à laquelle le grand jury se réunira, le procureur ne l'a pas précisé. Donc pour l'instant, nous attendons de voir ce qui va se passer ensuite. Nous avons suivi cette affaire de près depuis le début. Nous suivrons de près cette affaire afin que la famille obtienne les réponses nécessaires. C'est tout pour l'instant sur Sidebar. Merci d'être avec nous. Abonnez-vous sur YouTube, Apple Podcasts, Spotify ou votre plateforme habituelle. Retrouvez-nous aussi sur Peacock de NBC. Pour me suivre, X, Instagram ou mon émission Jesse Weber Live sur News Nation. Du lundi au vendredi à 23h de l'Est. À la prochaine tout le monde!